Leur taille, leur tenue, leurs corps et leurs désirs sont une affaire publique soumise en permanence aux injonctions de la société. Les femmes sont-elles dépossédées de leur corps? Question qu'on va se poser avec vous, Mathilde Ramadier, co-autrice de la bande dessinée Corps public aux éditions du Faubourg. Vous nous présentez Morgane, on la suit de la puberté à la maternité. Bonsoir. Bonsoir. Camille Froide-Vaumétry, vous êtes philosophe féministe, professeure de sciences politiques. Dans votre pensée, le corps féminin est central. Votre dernier livre, Seins en quête d'une libération, est sorti aux éditions Anamosa. Bonsoir à toutes les deux. Camille Froide-Vaumétry, nous sommes 3 femmes autour de cette table. Qu'est-ce que ces injonctions de la société, en quoi sont-elles perceptibles sur nous autour de cette table ? Eh bien, d'abord, nous sommes toutes les 3 maquillées, je crois. Pour l'éclairage. Pour l'éclairage. Le rouge à lèvres, c'est pas pour l'éclairage. Nous avons toutes, j'imagine, pensé aussi à notre tenue. Nous sommes dans le contrôle de notre apparence, de nos mouvements aussi, je crois. Mais est-ce que c'est nécessairement de l'ordre de la soumission au diktat esthétique, ou est-ce qu'il n'y a pas aussi, évidemment, une part d'appropriation et de démarche libre, volontaire, et puis assumée aussi de l'image que nous renvoyons? En fait, nous avons toutes des corps, nous avons quelque chose à en faire, et je crois qu'il faut, j'essaye souvent de rappeler qu'il faut faire confiance aux femmes et à leur capacité réflexive par rapport à toutes ces injonctions. Voilà, c'est justement la question qu'on va se poser, mais je vous laisse réagir à ça. Est-ce que vous êtes victime? Oui, alors je pense comme Camille que nous sommes soumises constamment à un contrôle social sur nos corps, mais que ce désir de représentation peut relever d'une forme de puissance aussi et d'affirmation de soi, qui n'est pas forcément une réponse à une injonction particulière. Mais vous dites vous-même que le corps est public, c'est le titre de votre bande dessinée. En quoi il est public ? Il est public parce que ce contrôle social s'affirme tout le temps. En fait, le corps des femmes ne leur appartient pas vraiment, puisqu'il y a sans cesse des injonctions dans tous les milieux, dans tous les domaines, à tous les moments de la vie, sur nos corps. On a choisi de parler de ça à travers une fiction. On suit une jeune femme de sa puberté jusqu'à la maternité, mais on traite de plein de sujets dans ce livre, de la puberté, de la séduction, de la maternité, de l'allaitement, pour montrer qu'à chaque fois, il se joue quelque chose et qu'on en est tellement imprégné qu'on s'en rend même plus compte, en fait. Pourquoi, quand vous dites, par exemple, vous prenez l'exemple de l'allaitement, en quoi le corps de la femme ne lui appartient plus ? Parce qu'il y a des injonctions très fortes au sujet de l'allaitement, une pression même qui varie peut-être parfois en fonction des cultures, en fonction des... C'est-à-dire allaiter c'est bien, vous devez allaiter, c'est ce type d'injonction. Oui, et qu'en fait on laisse peu de place aux femmes pour choisir elles-mêmes ce qu'elles veulent faire de leur sein et de leur enfant. Alors décider par exemple d'avoir recours à la contraception, pouvoir dire non à des relations sexuelles sans craindre de violence, faire ses choix en matière de santé, c'est ce qu'on appelle l'autonomie corporelle, et c'est la première fois qu'un rapport de l'ONU s'y intéresse. Près d'une femme sur 2 dans une 50aine de pays est privée du droit à disposer de son corps. Camille Froide-Vaumétry, est-ce que ce constat vous surprend par son ampleur? Une femme sur 2? Pas du tout. Je veux juste me permettre de rappeler que l'origine de ce phénomène d'objectivation et d'enfermement des femmes dans leur corps, c'est la définition d'une existence féminine aux 2 seuls prismes de leur fonction sexuelle et maternelle. C'est parce que leur corps porte des enfants que les femmes ont été enfermées depuis toujours dans un corps qui est conçu comme étant à disposition, c'est-à-dire qui est destiné aux autres, aux hommes spécifiquement. Et donc c'est pas du tout étonnant qu'une femme sur 2 soit aujourd'hui dans cette situation de disponibilité corporelle. Je crois que, moi j'aurais même dit davantage, parce que ça... Qu'est-ce que vous auriez dit ? Alors en fait, il faut distinguer entre la situation qui est celle des pays occidentaux et des autres, parce que dans les contextes, disons, démocratiques, où les femmes ont la chance assez inouïe de faire de leur corps à peu près ce qu'elles veulent, la situation est beaucoup plus, disons, est moins grave et moins fatale qu'elle peut l'être dans des pays où des règles franchement patriarcales pèsent sur les femmes au quotidien. Vous parliez de la société occidentale, il y a eu la révolution sexuelle dans les années 70, c'était des gains phénoménaux pour les femmes. Quand même, sur ces dernières décennies, est-ce qu'on peut dire que la situation s'est améliorée ? Alors, relativement à la question du corps des femmes, il y a ce moment paroxystique, effectivement, des années 70, sur les 2 versants des droits procréatifs et puis de la révolution sexuelle. Après, il y a eu 3-4 décennies, même presque 5, de relatifs reflux, où en tout cas ces questions incarnées ont un peu disparu du champ. Et là, on est dans une séquence inédite, depuis le début des années 2010, où on vit ce que j'ai appelé le tournant génital du féminisme, c'est-à-dire une relance assez impressionnante des luttes et des revendications sur la question du corps, ce qui montre que les choses finalement n'avaient
n'avait sans doute pas autant avancé qu'on l'aurait souhaité, et ce qui montre qu'il était resté un domaine, notamment le domaine de la vie intime et sexuelle, qui était en dehors de la prise féministe. Comme femme, vous le sentez, vous évoquez un recul sur une dizaine d'années, vous l'avez senti ? Moi, j'appartiens plus à cette génération de la troisième vague du féminisme et j'habite essentiellement à Berlin où le mouvement féministe sexe positive est très actif et on se retrouve assez bien dans ce que vous décriviez, ce tournant génital du féminisme, c'est-à-dire cette réappropriation de l'intime et de montrer aussi la sexualité comme n'étant pas forcément un champ de domination, mais un champ que les femmes peuvent se réapproprier. Il y a notamment à Berlin même un festival du film pornographique féministe. Donc ça, ce sont des choses absolument nouvelles et très précieuses, je crois. Qu'est-ce que vous entendez par, je ne sais pas si je vous cite précisément, tournant génital, qu'est-ce que vous entendez par là, si on est précis et concret ? Oui, on a vu émerger toute une série d'initiatives. Le thème initial, c'était le thème des règles, avec toutes ces déclinaisons, protection menstruelle, endométriose. Puis il y a eu un gros morceau autour de la question des organes génitaux, du clitoris en majesté, et de la question du plaisir des femmes. Et puis évidemment, les violences, alors violences gynécologiques et obstétricales, violences sexistes et sexuelles, avec donc ce fil rouge qui relie toutes ces initiatives autour du génital, avec un relatif oubli, celui des seins. C'est d'ailleurs une des raisons qui m'a... Vous avez consacré un livre, d'ailleurs. Voilà. Ce livre sur les seins, j'ai eu envie de le faire parce que je m'étonnais quand même de ce que cet organe qui condense quand même justement toute cette problématique de l'objectivation du corps des femmes était quelque peu oubliée, puisque dans les seins se retrouvent toutes les grandes fonctions féminines, la sexualité, la maternité, et aussi la question de la dépossession via la maladie notamment. Et donc les femmes que j'ai rencontrées, une quarantaine de femmes qui avaient de 7 à 76 ans, j'ai aussi voulu les prendre, faire le portrait de leurs seins, parce qu'un des grands enjeux du moment de réappropriation où nous sommes, c'est de donner à voir tous les corps de toutes les femmes et de montrer que le modèle idéal qui est le seul qu'on voit dans l'espace public. La pomme qui tient bien, exactement. C'est plutôt pas la majorité des seins. Mais c'est même pas du tout le cas, c'est-à-dire qu'il y a une grande diversité et que c'était important de la montrer. Le corps des femmes a toujours été utilisé pour faire vendre. Est-ce que la femme est enfermée dans cette représentation mercantile ? Oui, absolument. Elle relève de l'ordre du désir, en fait. Vous le citiez dans votre livre. Le désir de l'homme. L'homme propose, la femme dispose. Or, là, il se passe quelque chose d'assez incroyable, je trouve, dans les mouvements féministes. C'est qu'on dissocie ce corps du désir hétérosexuel, hétéronormé, et on peut tout à fait se le réapproprier autrement. Quand on suit le parcours de notre personnage dans cette BD, on voit qu'elle se rebiffe, elle se rebelle comme elle le peut. Ce n'est pas forcément une héroïne. On ne voulait pas créer de femme surpuissante qui se lève tous les matins et qui va se battre. Elle fait comme elle peut, mais elle dit non au soutien-gorge, elle va dire non à un amant, elle va dire oui à l'allaitement, mais sous certaines conditions. Et elle va repousser peu à peu dans son parcours toutes ces injonctions qui viennent l'envahir et qui lui renvoient une image d'un corps qui n'est pas le sien. Ce corps qui fait vendre, est-ce qu'il n'est pas un peu en train de changer dans la publicité ? On voit des corps un petit peu plus différents. Peut-être qu'il y a quelques années, est-ce que vous diriez que ça va dans le bon sens ? Oui, j'ai l'impression globalement que les marques, effectivement, sont montées dans le train un peu du féminisme. Il reste un point de crispation, je trouve, et qui est important de mon point de vue, c'est celui des femmes de plus de 50 ans, dont on sait qu'elles disparaissent assez rapidement, notamment des représentations publicitaires, dont on sait aussi, par exemple, qu'au cinéma, elles n'ont plus de rôle, etc. Et c'est le moment vous parlez de la cinquantaine, pardon, je vous coupe, c'est le moment de la ménopause. C'est aussi le moment où le statut de la femme change. Elle ne peut plus avoir d'enfants. Est-ce que c'est lié ? Vous liez les deux choses ? Absolument. Dans les représentations sociales, c'est tout à fait lié, puisque les femmes ménopausées sortent du camp des femmes procréatrices et elles sont exclues. Alors non pas tellement du camp des femmes désirables, mais de celui des femmes désirantes. Et c'est ce qui me frappe, et c'est un combat que je trouve important aujourd'hui, de lutter pour reconnaître les femmes comme des sujets de désir, par-delà même le tournant de la ménopause, parce qu'aujourd'hui, ce que c'est d'être une femme de 50 ans, ça n'a vraiment plus rien à voir avec ce que ça pouvait être encore il y a, je sais pas, 10, 20, 30 ans. Je crois que nous avons vraiment, je dis nous parce que je fais partie de cette catégorie des quinquagénaires, nous avons à réinventer notre âge pour mettre un peu un terme à ces représentations sociales de mise au rebut, de date de péremption, parce que les femmes de 50 ans et plus travaillent, désirent... sont désirées.
Et son désiré, absolument. Les femmes jouent avec leur corps et avec leurs désirs. C'est un peu ce que vous disiez en préambule. Elles jouent avec les codes aussi. Est-ce que c'est un droit, mais aussi un pouvoir? Comment vous le ressentez? Bien sûr, c'est quelque chose qui est assez inédit. Encore une fois, cette façon, cette fluidité dans le genre aussi, le fait qu'on est de plus en plus libre aussi à naviguer d'une identité à l'autre, d'un genre à l'autre. Alors notre personnage dans la BD, Morgane, est une femme cisgenre, mais elle va... Genre, rappelez, parce que c'est une terminologie qui est un peu nouvelle. Qui s'identifie à une forme de féminité hétéronormée. Enfin, je vous laisse compléter si je dis des bêtises. Mais on va voir son corps évoluer, son corps se transformer avec la maternité. Elle va se couper les cheveux, elle va habiter pleinement ce corps et voyager avec lui. Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui est assez récent, qui date peut-être d'une dizaine d'années. Si je me fais l'avocate du diable, après la discussion qu'on vient d'avoir, est-ce qu'on ne victimise pas aussi un petit peu les femmes ? Non, moi je ne mobilise pas ce registre de la victimisation. Je trouve que les femmes sortent de siècles, disons, d'enfermement patriarcal, dans ce carcan corporel. Elles sont en train de se le réapproprier. J'aime pas tellement non plus la dynamique de l'empowerment, parce que je trouve que c'est une façon de rejouer des valeurs masculines en les appliquant sur les femmes. Je crois qu'il faut mieux parler de réappropriation, comme vous le disiez très justement tout à l'heure, et puis de liberté et de quelque chose qui a à voir avec le corps sujet, c'est-à-dire se débarrasser de cette définition du corps comme un corps objet pour qu'il devienne enfin un corps sujet, et pour qu'on puisse aussi, et ça c'est relativement nouveau parce que dans le féminisme on a longtemps déconsidéré certaines dimensions incarnées de la vie des femmes, pour qu'on puisse habiter son corps en tant que corps sujet et le penser aussi dans une perspective féministe, mais ne plus subir l'enfermement. C'est dans cette démarche d'ailleurs que notre personnage n'est ni une victime ni une héroïne, et je trouve ce discours en effet sur l'héroïsme presque un peu néolibéral. Moi, il me rappelle aussi le discours un peu des startups et de la startup culture, que chaque matin, il faut se sentir l'âme d'un conquérant et être fort tous les jours. Or, la réalité, ce n'est pas ça. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues dans 64 minutes. Corps public, Mathilde Ramadier, merci à vous. Et merci Camille Froidevaux-Métré. On aura l'occasion de reparler de tout ça sur TV5 Monde. Merci beaucoup.